Dans quelques instants, vous allez écouter la première partie du cours du Rav Ben Chetrit. Et avant cela, je voulais d'abord remercier la commission administrative, et plus particulièrement Monsieur Ababou et Monsieur Zitoun. À sa tête, bien entendu, le président, Monsieur Alimi. Parce que vous avez vu qu'on se perfectionne de plus en plus. Maintenant, vous êtes numéro de table, c'est plus comme avant, on se fait où on veut. On commence à devenir un peu plus responsable. En tous les cas, l'essentiel étant d'être ensemble, puisque c'est le but principal de cette activité, c'est de pouvoir échanger avec un Rav. Et je remercie le Rav Ben Chetrit d'avoir accepté notre invitation. Parce que souvent, ce qu'on reproche un petit peu, c'est d'écouter un cours et d'être statique. Donc là, on a la possibilité, si vous faites le silence, de pouvoir Bezrat Hashem échanger, puisque je vous rappelle un petit peu le système des dîners-débats. Donc le Rav Ben Chetrit va lancer des réflexions, ça va durer peut-être un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, plus, et ensuite on va manger, ça sera une matière à réflexion pour nous tous. Ensuite il y aura un cours d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, et après cela, eh bien comme d'habitude, le moment peut-être très attendu de tous, c'est les questions. Et je dois dire que ce qui est assez extraordinaire dans cette assemblée, c'est qu'il n'y a aucun tabou, tout le monde pose des questions qu'il a envie, et c'est ce qui fait la richesse de ce dîner-débat. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que, comme vous le savez, nos salles d'attente, on peut appeler ça comme ça maintenant, parce que souvent lorsqu'un couple il vient avec des problèmes, quand il ressort, avant de ressortir, il nous dit « Vous êtes conventionné, on vous doit combien ?» Alors j'ai dit nos salles d'attente. Donc sont souvent pleines de couples qui ont de réels problèmes, et on se rend compte que il n'y a pas d'âge qui soit épargné aujourd'hui. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des tout jeunes couples, on a des couples qui ne sont pas encore mariés, qui sont déjà en dispute. D'accord? Là, c'est les plus simples de la régler. Ça se règle vite d'habitude, crois pas. Donc on a toutes sortes de problèmes. Et aujourd'hui, on se rend compte que même si dans nos groupes, on n'a peut-être pas de problème, parce que c'est pas parce qu'on est venu ici qu'on a des problèmes, mais on doit être capable d'être capable de répondre aux problèmes aujourd'hui d'une nouvelle société, avec une nouvelle configuration, avec peut-être de nouveaux problèmes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah a déjà tout prévu. Donc, j'espère que cette soirée sera enrichissante pour tous. Et si vous avez, en tous les cas, eu la chance de pouvoir comprendre on va dire, un certain aspect de la complexité du couple, eh bien, faites-en part à vos amis et partagez avec d'autres pour que, eh bien, nous puissions contribuer tous ensemble à mettre le shalom dans notre communauté, et ça passe bien entendu dans le shalom dans le couple. Et celui qui met le shalom dans un couple, je vous dis pas sa récompense, et donc c'est pas n'importe quoi qu'on est en train de faire ici, on est en train de réaliser le peuple juif. Donc je vous demanderai maintenant quelques minutes d'attention pour écouter l'introduction du Rav Ben Chetrit, et dans quelques instants le repas vous sera servi. Merci de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voulais vraiment vous dire que je suis impressionné de voir un beau Tzibour comme ça qui se réunit pour écouter quelques livrets Torah, pour manger aussi, mais... Et qu'il faudra m'excuser s'il y a quelques hésitations, parce que c'est pas vraiment la formule que j'ai l'habitude d'utiliser.
même dans les dîners débats, mais c'est pas grave, on va essayer, c'est un défi, et quand il y a des filles, il y a des garçons, et dans un couple, c'est normal. Alors, quelques interrogations qui vont, si Dieu veut, vous aider à réfléchir sur le sujet et un peu orienter la discussion que vous aurez pendant le plat, qui va vous être servi juste après. Le titre du cours, que j'ai découvert avec vous d'ailleurs, qui s'appelle donc le couple, être ou paraître, en fin de compte, il pose une interrogation qu'il faut avoir. Et malheureusement, moi, dans mon expérience de quelques centaines de couples, en direct, et quelques milliers au téléphone, j'ai vu qu'on met des années à découvrir la personne qu'on a épousée. Déjà, il faut accepter cette notion-là de l'être et du paraître à l'intérieur même du couple. Une femme, elle vient, elle me dit, Rav Chétri, j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Mais ça fait 15 ans qu'elle est mariée. Alors moi, je lui ai dit, vous avez épousé Fantomas, c'est pas possible. Et oui, mais au fond, je sais qui il est. Après, il y a des couples à 2, il y a des couples à 3, il y a des couples à 4. Des fois, les beaux-parents, ils sont dans la maison. Des fois, les grands-parents, ils sont dans la maison. On ne sait plus combien exactement on est dans cette maison. Après, il y a des couples qui, bizarrement, ils se développent, mais on ne sait pas comment. Ils se parlent jamais, et pourtant, il y a des enfants qui naissent. Ça s'appelle les couples Wi-Fi. On ne sait pas où il est établi le réseau, mais les enfants, ils viennent au monde. Alors, il faut arriver à comprendre que dans un couple, il y a principalement 2 personnes. En général, on va dire que la base du couple, c'est 2. Dans ces 2 personnes, il y a une personne personnelle et il y a une personne couple. Ça veut dire que nous, on a une facette intérieure qu'on doit développer, qui est un projet qui existait avant notre mariage, qui continue avec notre mariage et qui continuera après notre mariage. Que quoi qu'une personne elle-même, elle doit s'épanouir, elle doit grandir. Et ça, c'est une chose qu'elle doit avoir. Après, il y a une facette, la facette qu'elle présente à l'autre. Je ne parle pas maintenant, à part ça, la facette que tu présentes dans ton travail, et puis la facette que tu présentes à tes amis et à tes cousines, et encore une autre facette que tu présentes quand tu es devant des non-juifs et devant des juifs. Et ça veut dire qu'il y a tellement de facettes chez une personne qu'à la fin, on ne sait plus exactement qui elle est. Une fois, je devais donner un cours dans une ville. Le Rav, il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui va venir te chercher à l'aéroport, parce qu'il a un problème, il veut parler avec toi. Je dis, il n'y a pas de problème. J'arrive à l'aéroport, moi je suis un petit peu psychologue, j'arrive à cerner un petit peu les gens. Je vois un type qui arrive, monsieur, bon, habillé, bien habillé, très classe, très sérieux, la petite Twingo, tout cuir, il commence à me parler, je suis organisateur d'événements sur la ville de Nice, en rapport avec le gouvernement, le festival, blablabla. Bon, moi j'étais bon, c'est un type cultivé, très fin, très truc, et je pouvais pas, j'étais à la limite d'imaginer vraiment, de la manière de parler, de la façon de s'exprimer. Je me suis dit, je pense pas qu'il est juif. Vraiment, il parlait d'une manière vraiment pathos, mais presque. D'accord? Bon, il parle. Et moi, ça y est, je m'étais fait mon idée. J'ai dit, peut-être c'est un type qui est en conversion, il est en train d'avancer, ou peut-être les 2 parents sont. Il y en a un des 2 qui est. Une façon de parler comme ça. Et moi, je m'étais fait une idée. Il est en train de dire, vous comprenez, la conjoncture en ce moment, dans la relationnelle que nous entretenons avec la communauté, ne nous permet pas de développer comme ça. Bon. Il commence à me dire, vous savez, j'ai beaucoup de problèmes. Et puis, ma femme est partie, et puis j'ai perdu beaucoup d'argent, et la conjoncture, et il commence, il me parle, et puis je n'en peux plus, et puis ma mère est malade. Tiens, c'est cool, il est en train de rouler maintenant. Moi, ça y est, je l'ai flashé, je l'ai scanné. Et d'un seul coup, il s'arrête, il me regarde, il me dit, et j'ai dit au Dieu, j'ai dit à Dieu, je me suis adressé à Dieu, j'ai levé mes yeux au ciel, et je lui ai dit, Khaleni, Khaleni. C'est pas possible. Il y a un Tunisien qui rentre dans la voiture. Tout est sorti. C'est très difficile de savoir qui est quelqu'un. Même quand on l'a épousé. Même quand il vous a fait 4 enfants, c'est difficile. Alors 5, n'en parlons pas. D'accord? C'est difficile. C'est-à-dire qu'une personne, elle a un visage, et puis elle a un autre visage. Il y a des gens, en Bichlal, chez eux, c'est un caractère. Oui, il rentre à la salle de bain en souriant, il ressort, il fait la tête. Je dis, bon, il fait la tête, il rentre à la cuisine, il ressort, il dit, ma chérie, je t'aime. Ah, bon, c'est pas grave, il va dans la chambre des enfants, il revient, il t'insulte. Oh, combien il a de visage? Alors il faut accepter cette notion-là. Ça, c'est déjà par rapport à l'homme, par rapport à l'autre. Après, il y a l'homme ou la femme, par rapport à son entourage. Après, il y a le couple par rapport à l'extérieur. Malheureusement, combien de fois on vous dit tiens, tu sais que ce couple va divorcer? Tu dis, c'est pas possible, mais c'est un modèle pour nous. Et moi, j'ai pris l'habitude, je n'ai pas d'a priori sur les gens. Ils téléphonent, ils me disent, d'accord, quand ils viennent, je les écoute, mais on ne peut jamais savoir ce qui se passe.
Vous croyez ils sont heureux parce qu'ils sont bronzés, donc ils doivent être heureux, ouais. Ils sont heureux, ils sont épanouis, ils ont la belle voiture, ils ont les beaux enfants. Tu dis, mais c'est le couple idéal. Tu peux jamais savoir. Il y en a, ça fait des années qu'ils se parlent plus. Il y en a, ils font des bêtises avec des autres personnes. Tu peux jamais savoir ce qui se passe. Il y a l'être et le paraître du couple. À part l'être et le paraître de la personne, il y a l'être et le paraître du couple lui-même, que de l'extérieur. C'est extraordinaire. Et à l'intérieur, tu te rends compte combien elle était hermétique cette poubelle. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir. Combien est-ce que nous-mêmes, on a besoin d'être nous-mêmes pour pouvoir transmettre à l'autre? Après, que si on n'est pas nous-mêmes, qu'on ne s'étonne pas que l'autre, il n'arrive pas à nous comprendre. Puisqu'on n'est pas nous-mêmes. Après, il y a une espèce de chantage émotionnel qui s'appelle « si tu m'aimes, tu dois me comprendre ». C'est ambigu. Vous savez qu'il n'y a aucun médecin au monde qui peut vous soigner si vous ne lui dites pas que vous avez mal. Même s'il vous aime beaucoup. Maintenant, les gens, ils voudraient ne pas établir la communication, mais ils voudraient quand même se comprendre. C'est compliqué, ouais. Ils voudraient ressentir des choses, mais ils n'arrivent pas à passer du temps. Donc, tous ces éléments-là, ils nous donnent à penser qu'il y aura toujours 3 éléments à développer. Il y a un élément qui s'appelle, encore une fois, la personne elle-même, qu'elle doit elle-même doit être claire, oui. Après, il y a la relationnelle qu'elle entretient avec l'autre. Par exemple, dans la communication, les gens, ils vous disent, moi je ne comprends pas. Pourquoi elle ne me comprend pas? Parce que moi je me comprends. Déjà, il y a un malaise. Parce que communiquer, ça veut dire ça vient de commun. Et commun, c'est comme un. Comme un. Comme un. C'est ça, commun. Il y a des gens, c'est comme un. C'est pas comme un. Tu me comprends pas? Ben moi, je me comprends. Donc, ça veut dire que, deuxième phase, d'arriver à faire un avec l'autre dans la communication. Et pour ça que Dieu a créé le visage. C'est que le visage, c'est la seule partie du corps qu'on ne peut pas recouvrir. On ne peut pas le recouvrir. Parce que si on recouvre, on s'étouffe. La personne, elle laisse le visage découvert, comme ça, on est obligé de voir sur la tête vraiment si elle a compris. Moi, par exemple, je fais le bourg, je vois votre tête. Si je ne voyais pas votre tête, je ne pourrais pas savoir. Est-ce qu'ils comprennent? Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce que je les ennuie? Est-ce que je les réveille? Je ne sais pas. Ouais, j'ai besoin du visage. Vous aussi, vous avez en face de vous un visage. Si vous parlez à quelqu'un et vous faites des yeux comme ça, je pense qu'il n'a pas compris. C'est pas mal, je continue. Oui? Si je vois que je fais honte à quelqu'un, elle est déjà blanche, et je continue, et voilà, ça suffit. Qu'est-ce qui va t'arrêter, un infarctus? Ça veut dire que quand moi je fais l'effort d'essayer de faire un avec l'autre, c'est parce que j'ai déjà un but qui s'appelle la communion, qui vient de commun, sur une base de communication. Donc il faudra établir maintenant. Troisième élément, ça aussi je veux que vous réfléchissiez, c'est que la base de la communication, c'est la confiance. D'accord? Maintenant, la confiance, d'où elle vient? Si c'est inné, c'est pas possible. Alors je vous donne un exemple très simple. Si vous avez sur vous 35 000 euros en liquide, vous devez acheter une voiture, vous avez l'argent sur vous, et vous êtes dans le TGV, vous posez la veste, vous dites au monsieur d'à côté, ça vous dérange pas, vous regardez ma veste, je vais aux toilettes, il n'y a pas de problème. Vous revenez, le type, il a les 2 mains dans la poche où vous avez mis l'argent. Et juste quand vous arrivez, il enlève les mains comme ça. Est-ce que vous doutez que ce monsieur, quelque part, il a voulu vous prendre l'argent? Ah, il se réchauffe les mains. Il a voulu. Deuxième scène, vous êtes chez votre père. Vous avez 35 000 euros sur vous. Vous dites, papa, j'ai amené l'argent pour acheter la voiture. Vous enlevez la veste. Vous posez la veste pour aller aux toilettes. Vous revenez, il a les 2 mains dans la poche de la veste. Est-ce que pendant une seconde, vous doutez que votre père il est en train de vous prendre l'argent? Soyons clairs, soyons honnêtes. Oui ou non? Vous doutez pas. Donc la question est simple. Pourquoi est-ce que vous doutez sur le type du train et vous doutez pas sur votre père? Hein? On le connaît. On croit qu'on le connaît. Alors? On le connaît ou non? Alors, réfléchissez à ça. D'où est-ce qu'elle vient la confiance? D'où est-ce qu'elle vient la confiance? Et si la confiance, elle vient de quelque chose de naturel, alors est-ce que ça existe avec la personne qu'on épouse? Ou non, c'est quelque chose qu'il faut acquérir. Et tant qu'on n'a pas la confiance, on ne peut pas établir de communication. Donc sur quelle base on se querelle alors qu'on ne sait même pas donner les éléments pour pouvoir communiquer? Réfléchissez.
semaine, le repos sera mérité. Voilà, donc le maire ne savait pas que ça parlait du couple, sinon il m'a dit que je ramenais ma femme. Il est compaxé. Pour l'instant, on n'a pas prévu ce genre de conférence, monsieur le maire. En tous les cas, sans plus tarder, parce qu'on a pris un peu de retard dans le timing, je vais donner la parole tout de suite au Rav Ben Chetil pour qu'il puisse continuer son exposé, bien entendu, comme d'habitude. On vous demande un silence complet. Pour ceux qui n'ont pas fini de manger, bien entendu, continuez. Mais mettez des amortisseurs entre la fourchette et l'assiette. Alors d'abord, c'est très important de parler avec les personnes qui ont la tête pleine et le ventre plein. Est-ce que le repas était bon? On va applaudir le traiteur. Bon, on m'a dit de parler à la hauteur de ce que vous allez manger, c'est pas évident. Alors, pour essayer un petit peu de répondre aux éléments qu'on a posés tout à l'heure, et surtout d'essayer de comprendre, parce qu'on a un temps très très court, quelques bases qui sont importantes, et ensuite avec les questions que vous allez poser, les rattachés, on va pouvoir encore développer le sujet. Et c'est très très important, comme on l'a dit tout à l'heure, d'arriver à accepter que quand on se marie, on est deux. C'est une chose que les gens ont du mal à comprendre, que quand on se marie, on est deux, et qu'on est deux personnes différentes, et deux personnalités différentes. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait un élément un peu difficile à comprendre, c'est que, vous savez que chaque couple a une seule Neshama. C'est marqué dans le Rabbi Yaakov Abdin, avant la création du couple. En fait, c'est au moment où les parents conçoivent l'enfant, c'est là-bas que c'est marqué Baït Plouni les Plouni, Bat Plouni les Plouni. On va décider la fille d'un tel pour un tel, et la maison d'un tel pour un tel, c'est fixé. Ça veut dire que le zivoug, la personne qu'on épouse, en fin de compte, elle a une moitié de Neshama, qui est la moitié de la mienne. Ma femme, elle a la moitié de ma Neshama, et moi, j'ai la moitié de la sienne. Maintenant, c'est trop long à expliquer, mais simplement on arrive à comprendre que le but de la vie, c'est qu'une personne, elle arrive à se réaliser dans ce monde. Donc maintenant, quand quelqu'un se réalise, c'est parce que sa Neshama, elle développe une énergie très puissante, qui ensuite va développer un moi à l'intérieur qui est très personnel, la personnalité, ensuite qui va développer à travers le corps, sous la forme de la motivation, et ensuite qui va développer à travers de la réalité, c'est-à-dire toute l'expression de sa personne. Quand on aime quelqu'un, il ne faut jamais oublier qu'on a épousé une Neshama, même si on n'est pas religieux, qu'on a épousé une personnalité au niveau psychique, qu'on a épousé un corps, mais il ne faut pas qu'un élément il remplace l'autre. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier que la personne qu'on épouse, elle est la moitié de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand la Torah, elle veut, par exemple, qu'un homme il fasse tout pour l'épanouissement de la femme, et qu'une femme, elle fasse tout pour l'épanouissement de son mari, quelque part, il y a une forme aussi d'égoïsme à l'intérieur. C'est que la personne en face de moi, c'est la moitié de moi. Donc, de la même manière que mon bonheur à moi, c'est de réussir, de la même manière, mon bonheur à moi, ça doit faire réussir l'autre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé un phénomène bizarre. Ce que la femme a besoin, Dieu il l'a mis dans l'homme. Et ce que l'homme a besoin, Dieu il l'a mis dans la femme. C'est très vicieux. Vous voyez, par exemple, la femme est une malade mentale. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir des mots. Il faut parler clairement. Pourquoi? Parce qu'elle a une maladie très grave qui s'appelle l'acrodépendance. Chez les drogués, c'est connu. C'est que la femme a perpétuellement besoin d'être rassurée sur les sentiments de son mari depuis son mariage jusqu'à sa mort. Elle veut qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui prouve qu'on l'aime, qu'on lui écrive, qu'on lui dessine, qu'on lui grave sur les murs, qu'on le tague dans la salle de bain. Tout ce qui est possible pour montrer à la femme qu'on l'aime. C'est tout ce qu'elle a besoin. C'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça qu'elle t'a épousé. Elle t'a pas épousé pour la Mercedes. Elle t'a pas épousé pour ton profil qui cache Jérusalem. Elle t'a épousé pourquoi? Elle t'a épousé parce que tu vas lui dire que tu l'aimes. C'est tout. Baruch Hashem, pour l'équilibre, aussi l'homme il est malade mental. L'homme aussi. Que quoi? Que l'homme, lui,
sa maladie, il est accro-dépendant, qu'il a besoin d'être respecté par sa femme. C'est comme ça. Il veut qu'on le respecte. Si possible, qu'on l'admire. Et il y en a qui ont eu option adulée. C'est un fantasme que chacun essaie de réaliser. Il y en a, quand il rentre à la maison, il y a la femme et les 4 enfants devant la porte, et dès qu'il sonne, il rentre, tout le monde se met à chanter Mi osé mele. Et lui, il n'en peut plus. Des fois, c'est un Marocain, il faut comprendre. D'accord. Regardez les Tunisiens comme ça, je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il a besoin d'être reconnu par sa femme. Et respecté. Ou l'adulé. Ça fait plaisir, moi je le répète, ça fait plaisir, ouais. Et une femme, elle a besoin d'être adorée. C'est comme ça. Et bien regardez le vice. Un homme, il a beaucoup de difficultés à exprimer ses sentiments pour sa femme. C'est comme ça. Peut-être une fois par an, il fait une déclaration et encore d'impôts. Ouais. Mais non, il va donner de l'argent, il va offrir des cadeaux, il va acheter des bijoux, il va faire des voyages. Mais dis-moi que tu m'aimes. Arrête. On a passé l'âge. Fais-moi une fantaisie. Écris-moi un poème. Un poème. Tiens, mets-moi les cahiers des comptes, je vais t'écrire un poème. Sans-moi les relevés bancaires, on va faire des phrases. Ça veut dire qu'une femme, elle attend les sentiments du mari. Le mari, il attend le respect. Si vous avez juste un petit peu réducteur comme définition, il faut voir les choses de manière beaucoup plus profonde, je vous promets par le contraire. Quand un homme, il veut faire du mal à sa femme, il lui dit pas t'es nul. Ça dit tous les jours. Non, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit je t'aime plus. Et elle meurt. Quand une femme, elle veut faire du mal à son mari, elle dit pas je t'aime plus. Il la croit pas. Elle lui dit tu es un pauvre type. Il dit mais comment je suis un pauvre type? Tu sais comment je suis connu dans la communauté, j'ai été cité 4 fois dans Capital cette semaine, je suis le meilleur vendeur de France. Tout le monde, ils ne savent pas qui tu es. Moi, je sais qui tu es. Tu es un pauvre type. Et il meurt. Ils s'appellent les points vitaux en arts martiaux. Là où ça fait mal, ça fait du bien. Alors moi je comprends pas. Moi je sais que j'ai un esprit un petit peu lent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à manger à la personne ce qu'elle veut? C'est comme si vous avez un enfant de 15 jours qui est en train de crier. Ça fait 3 jours qu'il crie. Vous appelez le pédiatre, j'ai écouté, j'en ai marre. Est-ce que vous pouvez le reprendre? Non, parce qu'il y a une date de... Ouais. Il n'arrête pas de crier. Il dit mais à quelle heure il a mangé? Manger. Eh ben il faut qu'il mange. Les enfants mangent. Toutes les 3 heures, comme les Tunisiens. D'accord? Donc automatiquement... Bon, j'exagère, c'est bien, d'accord? Donc chacun va prendre, vous n'en faites pas. Bon. Chez les conférenciers, on appelle ça des suppositoires. Ça veut dire qu'on fait passer des choses. D'accord? Le principe, c'est quoi? C'est que l'enfant, il a besoin. Maintenant, imagine un enfant qui crève de faim, il a 15 jours. Tu sais quoi, tu m'as sorti les nerfs. Tu m'as eu, tu lui mets 15 000 € sur la table. Eh ben, il va crever ça. Il lui faut du lait. Dis-moi, alors, un steak de 400 grammes, ça va? Il lui faut du lait. Si ça a l'air idiot comme ça. On dit, le émet, c'est ce qui est matime. La vérité, c'est ce qui est adapté. Alors que les hommes, ils donnent aux femmes ce qu'elles ont besoin. Et que les femmes, elles donnent aux maris ce qu'ils ont besoin. C'est tout. Ça, c'est idiot. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous comprenez? C'est basique, c'est basique. Il aime ça. Donne-lui, fais-lui un peu de cavote, dis qu'il est super, dis bravo. Razak, je pense que tu fais au travail. Non. Il a fait un effort, il a fait un cadeau. Ouais? Pourquoi la première question que tu poses, combien tu l'as payé? Je suis sûr que tu t'es fait rouler. Maintenant, t'as même pas ouvert le paquet. C'est pas ma couleur. C'est pas ma taille. Mais, écoute, je t'ai acheté un beau cadeau. 900 €, c'est un beau cadeau. Dites amen, ouais. Donc, je t'ai acheté un cadeau à 900 €. Au moins pour 900 €, au moins pendant 10 minutes. Au moins tu souris, au moins tu dis merci. Non. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ah, combien t'as fait? Alors que ça sert? Pourquoi tu fais ça? Et je t'aurais demandé, mais c'est pas ça. Et j'aurais... Oh là là là. Mais à 900 €, j'ai pas droit à 5 minutes de gentillesse. Je vous signale qu'il y a des professionnels pour beaucoup moins cher, vous avez plus qu'un sourire. D'accord? Donc maintenant pour 900 €, j'ai le droit quand même d'avoir une douceur, d'avoir une gentillesse. Non, non. Qui t'a dit que tu mérites? Vous comprenez ou non? C'est pareil. Ta femme, elle a préparé Shabbat. Elle t'a fait un Shabbat de roi. D'accord?
19 salades, 3 poissons, 2 viandes, sans compter les boulettes, puisqu'on ne sait plus si c'est de la viande ou de la pote. Et la salade encore, et encore les petits fours. Dis merci. Et la bourra, bien sûr, et la faute, c'est normal. C'est pas moi qui l'a dit. Bon. Toi, tu rentres à la synagogue énervé. Tu es énervé. Il t'a manqué de cavode, le rabbin t'a pas fait le respect, le président t'a pas dit bonjour, t'es nerveux comme ça. Tu cherches un bouc émissaire. Comme ça, le mari, quand il rentre à la synagogue. Il voit une table de Shabbat, comme ça, il passe au scanner. Il cherche. Où est le sel? Je sais pas, c'est pas grave, ne t'énerve pas. Léopold, ne t'énerve pas. Allez, chérie, va chercher le sel. C'est quoi ce Shabbat de merde? Il te jette la table par terre, il rentre dans sa chambre, il fait la tête. C'est très dur. Elle a passé des heures et des heures. Depuis samedi soir, elle préparait le repas de vendredi soir. Les boulettes, une par une, retournées dans le plat. Avec les prières qu'elle a appris là-bas, la boulette, les chèques, pour chaque boulette, elle a fait les chèques Shabbat. Toi, tu lui jettes le Shabbat par terre. Le Shabbat d'après, tu lui fais une table blanc immaculée. Avec une cellière. Dès qu'il rentre, tu lui dis, ah, Léopold, il y a le sel. Pourquoi? Elle t'a fait un beau Shabbat, dis que c'est bon, dis que c'est merveilleux, dis que c'est extraordinaire. Il t'a offert un cadeau, dis merci, c'est bien, c'est beau, qu'est-ce que ça peut te faire? Non. Les gens qui se disent, ça c'est normal. Mais qu'est-ce que tu vas faire de plus? C'est incroyable. Moi je vous donne une règle. Dans un couple, rien n'est dur. Moi je te dois rien, toi tu me dois rien. Je dis, c'est pas possible. Moi je te dois rien, toi tu me dois rien. Comme ça, tout ce que tu auras en plus, tu seras content. Et plus que rien, il y a toujours. Les gens ils font le contraire. Toi tu me dois tout. Tu me dois tout. Et on va voir qu'est-ce que tu vas être capable de m'étonner. Il va devenir fou. Et c'est difficile. On veut qu'un mari, il soit un homme d'affaires, qui ramène 23 000 euros par mois, qui nous gâte, et en plus, il faut qu'il soit poète. Qu'il écrive des poèmes, qu'il ait de la fantaisie, qu'il prenne 2 billets pour Venise, on part demain. D'accord? Il ne peut pas être un homme efficace et un poète, ou l'un ou l'autre. Le poète, en général, il n'est pas efficace. Il rêve comme ça, et pourquoi pas un peu, on verra, tu dis quoi, avec moi 10 000 euros, on verra, tu fais poésie, ouais, d'accord, t'es un poète. Tu veux que l'homme soit efficace et poète. Ta femme, tu veux qu'elle soit échetraïe, qu'elle amène la Shekhinah, qu'elle soit la Kedusha, et tu veux qu'elle soit Madonna. Elle peut pas. Elle peut pas. Tu lui as fait 6 enfants, tu lui dis, tu sais, en ce moment il y a de la relâche, tu n'es plus aussi sensuel qu'à l'époque, et c'est de ta faute, tu vois. Tu as transformé, tous les ans tu as transformé l'essai, on a bien vu les ballons, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Alors maintenant, un accouchement, 2 accouchements, 3 accouchements. Elle a changé, le corps a changé, même toi tu as changé. Regarde, les pectoraux, ils sont devenus le ventre, tu vois, même ça. Donc il faut accepter que les personnes évoluent. Alors maintenant, est-ce que toi tu es prêt à évoluer avec ou non? Les gens non, ils ont des exigences. Tu sais, je trouve que tu as grossi. C'est vrai qu'il y a la mort, une femme tu l'épouses à 60, en 10 ans elle est à 120, t'as doublé, d'accord? Mais ça fait partie d'Abraham. Le mari aussi il a pris au Hachem, ouais. C'est quoi la logique? C'est que tu arrives à comprendre que maintenant on a quelqu'un en face de nous qui est différent. Alors le problème c'est est-ce qu'on est prêt à grandir avec cette personne ou non? Alors le truc c'est simple, ou les différences elles vont être un pont pour qu'on se rapproche, ou les différences elles vont être un mur pour nous séparer. Mais c'est les mêmes éléments, c'est les mêmes, vous comprenez ou non les mêmes? Parce que regardez une différence, elle peut être complémentaire. Regardez par exemple le stylo et le bouchon. Ils n'ont aucun rapport les deux. Mais quand vous le mettez, ça claque. Tu dis ah, c'est le bouchon qui va avec le stylo. Et bien c'est pareil, ce couvercle, il va bien avec une poubelle. J'ai trouvé la poubelle. Avec une. Je sais pas, moi, quand il rentre à la maison, il dit toujours pour moi, tu seras toujours la poubelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle arrive à comprendre qu'il y a une logique de complémentarité. Ah, le problème, c'est quoi? C'est est-ce que je vais accepter que la différence, c'est une complémentarité? Par exemple, toi, tu es très fort en communication, très fort. Et ta femme, elle a une grande maladie en botanique qui s'appelle séquoia.
C'est connu, c'est les séquoias. Les arbres, c'est connu. Des arbres comme ça, voilà, botaniques. En psychologie, ça s'appelle les séquoias. D'accord, les gens coincés. D'accord. Mais non, elle est très coincée. Très coincée. Au Chinois, on t'a dit qu'elle était réservée, et toi, pendant 2 mois, tu as hésité si vraiment elle n'était pas muette. C'est un des deux. Elle est réservée. Alors maintenant, comment tu vas faire? Toi, tu es super tchatcho et bagou. Et elle, la steppe algérienne. Voilà. Dis un mot. Tu dis, mais je vais devenir fou. Toi, tu n'arrêtes pas de parler, elle n'arrive pas à parler. Alors tu lui reproches, oui, tu dis pas ce que tu penses. Elle ne peut pas parler, tu n'arrêtes pas de parler, comment elle va faire? Donc maintenant, tu dois réfléchir. Est-ce que cette différence, c'est ce qui va vous séparer? Ou est-ce que cette différence, c'est ce qui va vous rapprocher? Alors moi, je vais vous dire, mais ne leur dites pas à ceux de qui je parle. En fait, Hachem, il va leur envoyer un enfant qui aura un grave problème de communication. Maintenant, pour que l'homme, il soit capable, ensuite, pour que la femme, elle soit capable, plus tard, de parler avec son fils de 14 ans, qui aura un grave problème de communication, il faut que maintenant, elle dépasse son malaise de communication, elle. Donc l'homme arrive, au moment où l'enfant est conçu, il a 14 ans pour aider sa femme à régler son problème de communication. Donc maintenant, lui, il va le faire. Maintenant, la différence, elle est simple. C'est que lui, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais il réfléchit pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup, mais elle réfléchit beaucoup. Alors maintenant, les deux, ils sont complémentaires. Parce que lui, il va lui apprendre à se dégager, à s'ouvrir, à la faire parler, à la faire chanter, à la faire crier. Et elle va apprendre à lui réfléchir avant de parler. Peut-être tu peux éviter certaines fois de dire quelque chose. Ça, c'est un très grand philosophe japonais qui a dit une phrase, on a retenu que son nom, il s'appelait Shuketshuai. Bon. Vous parlez pas le japonais. C'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Sa femme était très connue, Shuketshuya, c'est très connu. Donc ça veut dire quoi? Que la personne, elle va comprendre que la complémentaire, en fin de compte, la différence, c'est une complémentarité. Oui, par exemple, un homme, regardez, l'homme, il a